Michel Sapin, le responsable officiel, dit-on même, du projet de François Hollande est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est désormais programme contre programme, après les réformes choc annoncées par Nicolas Sarkozy. Hervé Asquin de l'agence France Presse, notre partenaire, vous interrogera dans un instant, Michel Sapin, sur ce que vous annoncez pour les Français, également la compétitivité du pays, vous ne l'oubliez pas, même si c'est le thème fort du chef de l'État. Ensuite, Perrine Tarnaud de Public Sénat vous interrogera, puis on tentera d'en savoir plus sur votre longue histoire d'amitié avec François Hollande, commencé au service national, et puis on va se demander bien sûr où cette histoire vous pourrait bien vous conduire, vous, demain. Nicolas Sarkozy a tenté de galvaniser les troupes de l'UMP en se présentant devant elle comme le suicidé le plus en forme de la France. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il se suicide en annonçant la TVA sociale ? Non, d'abord je pense qu'il a galvanisé des troupes parce qu'il s'est présenté en candidat. Il est donc candidat. Il n'y a pas besoin d'attendre que telle ou telle clarification soit donnée. Je pense qu'en fond, celui qui est le plus gêné par ce méli-mélo de président-candidat et de candidat-président, c'est lui-même. Et on l'a très bien vu d'ailleurs dimanche où il ne savait pas toujours de quel point de vue se placer pour expliquer ce que vous-même venez d'appeler un programme et que lui appelait l'action, la continuité de l'action présidentielle. Alors on sent bien que c'est le programme qui se dessine, évidemment. Oui, non, mais je trouve que c'est bien. Au fond, François Hollande a fait un certain nombre de propositions et que Nicolas Sarkozy, déguisé en président, fasse des propositions de candidats, ça clarifie les choses et ça permet de parler du fond des choses et du fond des propositions. Mais sur le suicidé, là, le plus en forme. Bon, je ne sais pas qui a dit de lui qu'il était suicidé. J'ai simplement vu une proposition d'augmentation de la TVA d'1,6% qui correspond à peu près à 12 milliards d'euros qui seront payés demain, si Nicolas Sarkozy était réélu président, par l'ensemble des Français et tout particulièrement par les classes populaires et les classes moyennes. Comme vous le savez... Les conservateurs, oui, les conservateurs, les épargnants aussi. Mais non, enfin, les épargnants, il y a une partie CSG, ce qu'il faut voir... Plutôt que les salariés. Oui, non, mais ce qu'il faut voir, c'est pas tellement ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi la TVA est un impôt difficile et souvent qualifié d'injuste ? Parce que plus vous avez des revenus faibles, plus vous consommez une proportion importante de votre revenu. Quand vous êtes au SMIC, vous consommez quasiment 100% de votre revenu. Et donc vous payez de la TVA, si je puis dire, sur 100% de votre revenu. Alors... Par contre, quand vous avez des très gros revenus, votre consommation est beaucoup plus faible, donc vous payez beaucoup moins de TVA. Donc c'est typiquement un impôt qui pèse particulièrement sur les catégories populaires et les classes moyennes. Vous criez donc à un nouvel impôt, comme le dit le chef de l'État lui-même, le président candidat, alors qu'il rappelle que vous augmentez les cotisations retraite. Vous appliquez une hausse progressive de la CSG. Et puis également, vous annoncez une nouvelle tranche d'impôt. Oui, ça, c'est l'argument du chef de l'État. Voilà ce qu'il vous répond. C'est toute la différence. Donc, si on le regarde point par point, nous proposons presque à peu près le même chiffre, 12 milliards, un peu moins de 12 milliards d'augmentation des impôts sur, on va dire, les ménages. Mais quels ménages ? Pas tous les ménages. L'ensemble des propositions qui sont les nôtres reviennent sur un certain nombre de dispositions fiscales que nous qualifions de cadeaux, qui ont été faits au cours de ces 5 dernières années et qui ont profité principalement, pour ne pas dire uniquement, aux plus aisés des Français. On revient sur l'ISF, pas exactement au même module qu'auparavant, mais on revient sur l'ISF. On revient sur des avantages pour les plus grosses fortunes en termes de succession. On remet de la progressivité, non pas dans la CSG, ça n'est pas une proposition pour l'instant, mais s'agissant de l'impôt sur le revenu. Oui, une tranche à 45% qui pèse sur les 100 000 plus gros revenus de France. Je rappelle qu'il y a 36 millions de foyers fiscaux qui sont... Donc, c'est toute la différence entre un impôt qui est injuste parce qu'il pèse sur les catégories populaires et les classes moyennes et un impôt qui est juste parce qu'il pèse sur les plus aisés des Français. C'est ça, un effort peut-être, mais un effort qui soit juste. Et là est le clivage droite-gauche. Nicolas Sarkozy considère qu'il n'y a... Ou Sarkozy, Hollande. D'accord, mais le chef de l'État considère que ça n'a plus aucun sens, le clivage gauche-droite, centre. Il dit que ce qui compte, c'est ceux qui reconnaissent qu'il y a un monde extérieur.
Oui, il vous vise directement. Oui, je ne me suis pas senti visé, parce que je n'ai pas le sentiment de découvrir aujourd'hui qu'il existe un monde extérieur, que la France est dans ce monde extérieur. Une Europe, une crise. Une Europe, j'ai été ministre de l'économie et des finances dans un monde déjà ouvert, donc je ne découvre pas tout cela. Donc on est là dans de la phraséologie à la Nicolas Sarkozy qui n'apporte rien au débat. C'est parce qu'on est ouvert au monde extérieur, et c'est parce qu'on est soumis parfois à une mondialisation débridée qu'il faut agir. Mais il ne faut pas agir n'importe comment. Il faut agir d'abord pour réguler cette mondialisation. Ce qui fait du mal, ce n'est pas l'ouverture au monde. C'est une ouverture sauvage au monde, une ouverture non régulée au monde. C'est la question de la finance, et en particulier de la finance mondiale, qui est à l'origine des déséquilibres et de la crise d'aujourd'hui, mais qui n'a toujours pas été, au moment où je vous parle, régulée. Et c'est la question de comment aider, on y reviendra peut-être, l'industrie française, la production française, pour faire face à cette mondialisation et faire face à la concurrence internationale. Ce sera le thème de la seconde partie de cette émission avec Hervé Asquin de l'agence. Donc vous voyez, on peut être dans un monde ouvert et faire tout à fait d'autres propositions, et qui soient en plus des propositions justes. Est-ce que vous aurez également contre vous les agences de notation, puisque l'agence Fitch considère que les annonces de Nicolas Sarkozy sont positives? L'agence Fitch, voilà. Oui, l'agence Fitch est une agence qui a des capitaux français importants, mais l'agence Fitch ne vote pas. On ne peut pas lui faire le procès, effectivement, d'être une agence anglo-saxonne. Non, bien sûr. On pourrait lui faire d'autres types de procès. Mais l'agence Fitch ne vote pas plus que Standard & Poor's, pas plus que Moody's. Elle porte des appréciations. L'une des unes ont été très négatives s'agissant des résultats de la politique de Nicolas Sarkozy. C'est ce qui a été retenu par chacun. Oui, la France a perdu son triple A que Nicolas Sarkozy, pas nous, que Nicolas Sarkozy avait qualifié de trésor national. Il a perdu sa cassette, si je puis dire, son trésor. Nous aurons retrouvé le trésor national qui est nécessaire au redressement de la France. À l'Élysée, paraît-il, on pense que François Hollande a tiré toutes ses cartouches alors que Nicolas Sarkozy entre à peine en campagne. Est-ce que vous allez pouvoir encore, vous qui êtes le responsable du programme du candidat socialiste, est-ce que vous allez encore pouvoir surprendre? Vous avez vu comme c'est amusant, parce que pendant des semaines, pour ne pas dire des mois, l'ancienne qui était celle de la droite et de Nicolas Sarkozy, et parfois aussi celle de votre curiosité, c'était « mais qu'avez-vous à dire? Quelles sont vos propositions ?» Et on disait « vous n'avez pas de proposition, vous n'avez pas de proposition ». François Hollande a donc fait des propositions, 60 grandes catégories de propositions. Si je devais les énumérer, il y en a beaucoup plus. En prenant, on risque pas de les oublier avec celles non pas qui le font débat risque, en ayant la lucidité, en ayant le courage de dire précisément, chiffre par chiffre, comment tout ceci est financé, comment on peut diminuer les déficits et l'endettement de la France, tout en finançant des mesures nouvelles pour redresser la France. Donc il a dit tout cela. Enfin, il a dit la semaine dernière. Je pense que tous les Français n'ont pas encore perçu exactement quelles étaient précisément ces 60 grandes propositions. Donc nous avons du travail devant nous. Nous avons une capacité de persuasion, nous avons une capacité de faire connaître le projet de François Hollande. C'est ça qui va nous occuper. Et que Nicolas Sarkozy fasse ses projets, ses propositions, qu'il les fasse clairement en tant que candidat, et le débat aura lieu et les Français choisiront. Est-ce que vous vous réjouissez du contrat indien pour Dassault? Enfin, un contrat à l'export pour le constructeur. Bien sûr, personne ne peut... Ça fait 30 ans qu'on attend ça. Voilà, comme vous le dites vous-même, ça fait 30 ans qu'on attend cela. Ça semble venir maintenant, tant mieux, et plus ça pourra apporter du travail à des ouvriers français. Nicolas Sarkozy, il voit un signe de confiance pour l'économie française. Après, vous voyez bien quelle va être l'instrumentalisation. Si, comment dirais-je, un Rafale faisait le printemps, ça se saurait. Donc ça ne fait pas le printemps de l'économie française. Tant mieux s'il y a un contrat de cette nature. Il faut aussi le regarder précisément. J'ai un très mauvais souvenir d'annonces comparables au Brésil qui se sont terminées par un épouvantable fiasco. Et je sais aussi que ces pays, et je peux les comprendre, demanderont que la plupart de ces Rafales soient fabriqués chez eux, parce qu'eux aussi ont envie qu'il y ait des emplois chez eux. Donc faisons attention. Oui, c'est une bonne annonce, si cette annonce se vérifie, mais que Nicolas Sarkozy évite de faire prendre les Rafales pour l'ensemble de l'économie française qui, elle, va mal. Nous sommes en récession. Le chômage augmente, les injustices augmentent, et c'est là qu'il faut redresser la France. Ce contrat d'assaut, quand même, pour le ministre de la Défense, Gérard Longuet, c'est une bonne nouvelle pour le président de la République. Mais oui, mais on peut jouer ça comme ça éternellement. Alors, la hausse du chômage, c'était quoi? Une bonne nouvelle pour le président de la République? Non. Une mauvaise nouvelle pour le président de la République et pour l'ensemble des Français. La récession dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour le président de la République? Non, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, au milieu de cet océan de mauvaises nouvelles, il y en a une
tant mieux pour tous et tant mieux principalement pour les ouvriers qui fabriquent ces avions. Je le répète, l'économie française ne sortira pas du marasme dans lequel elle est plongée par le miracle d'un mirage. 18 en France, fabriqués effectivement, et 108 construits en Inde. Donc il y aura d'importants transferts de technologie. Vous allez demander à regarder le contrat d'un peu plus. C'est ce que je vous disais. Je peux tout à fait comprendre que les Indiens, ce serait vrai avec d'autres pays, demandent à ce qu'il y ait des retours et que ça leur permette de fabriquer et donc de créer des emplois chez eux. Donc vous voyez bien qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a tant de milliards accrochés à ce contrat. La réalité sera beaucoup plus petite. Mais même si la réalité est petite, je ne vois pas pourquoi je ne m'en réjouirais pas. Bien sûr. À titre personnel, Michel Sapin, est-ce que vous approuvez le recours qui a été déposé par les parlementaires, par des parlementaires, des députés, des sénateurs de toute tendance d'ailleurs, après le vote de la loi au Sénat récemment, réprimant la négation du génocide arménien. Devant le Conseil constitutionnel, c'est ça ? Oui, absolument. Écoutez, il existe un Conseil constitutionnel. Il est là pour vérifier la constitutionnalité des lois. Il a même la capacité aujourd'hui... Non, mais on parle de la constitutionnalité de la loi. Donc, il a été saisi. Il se prononcera. Comme vous le savez aujourd'hui, soit il est saisi avant la parution de la loi, soit il peut éventuellement être saisi après par le biais de ce qu'on appelle une QCM, une question de constitutionnalité. Oui. Il vaut mieux que ces questions-là soient épurées, apurées auparavant. C'est ce que fera le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy? C'est lui qui le dit. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour François Hollande, puisqu'il avait appelé à voter ce texte. A souhaité ce texte. François Hollande a voté ce texte. Le Conseil constitutionnel fait son travail. Les réactions des autorités turques m'ont paru à un moment donné disproportionnées. Elles me paraissent aujourd'hui plus proportionnées. Ah bah oui, elles sont très heureuses du recours. Oui, du recours. Et donc notre cour constitutionnelle à nous, le Conseil constitutionnel, va faire son travail. Et au bout du compte, j'espère que tout le monde retrouvera le sens de la raison. Donc il faut apaiser les choses avec la Turquie. Mais la meilleure façon, c'est que ce recours, effectivement, soit confirmé. Non, mais un recours est un recours. Ce n'est pas une décision. La décision sera prise par le Conseil constitutionnel en toute objectivité. On a bien vu que les préoccupations électorales étaient très fortes derrière ce texte. On a regardé, vous avez vu la carte des parlementaires qui ont voté, ce sont ceux majoritairement qui... Vous parliez de François Hollande, ou on pourrait parler de François Rebsamen ici personnes d'origine arménienne dans leur ville. Je ne suis pas sûr que ce soit la présence des Arméniens en Corrèze ou à Dijon qui ait impulsé ce vote. Il y a aussi des votes de principe qui sont des votes qui honorent les parlementaires qui le font. Allez, on va donc accueillir Hervé Asquin de l'agence France-Presse. D'abord cette question, avec son programme, François Hollande peut-il séduire le peuple? Ah oui, le peuple qui s'est tourné, on le sait, faute d'espoir, vers Marine Le Pen. Sandra Cerquera. La Maison des Métallos pour présenter son programme. Lieu historique du syndicalisme ouvrier de Paris. Lieu symbolique aussi. François Hollande n'a pas fait ce choix au hasard. En guise de comité d'accueil, des CGTistes qui interpellent le candidat PS sur l'état de l'industrie en France. Vous avez vu les dégâts de 5 ans de Sarkozy, de délocalisation, de licenciement, de perte d'emploi industriel. Donc vous aurez la CGT à côté de vous si vous prenez des mesures fortes sur l'industrie. Voilà, bon, au premier, au second tour et après. Leur voix dès le premier tour, François Hollande en rêve. Il le répète à l'envi, l'électorat populaire a sa place chez les socialistes. Sauf que les ouvriers ont déserté le PS. Et de plus en plus, ils se tournent vers Marine Le Pen. 30% d'intention de vote dans les sondages. Parce que depuis 30 ans, explique ce sociologue, les cols bleus ne sont plus la priorité des socialistes. Vous défendez les exclus, ceux qui n'ont rien, les marginaux, mais quid de ceux qui n'ont pas grand-chose mais sont quand même là, de ceux qui n'ont pas de caractéristiques particulières à mettre en avant mais veulent simplement travailler, comme disait Nicolas Sarkozy, en touchant cette population qui se lève tôt le matin, qui respecte les règles. Dans cette campagne, la manière dont elle se déroule, au moment où elle se déroule, la seule stratégie, c'est la reconquête du peuple. Reconquérir le peuple, François Hollande fait tout pour. Le virage à gauche du Bourget avec le monde de la finance pour adversaire et des mesures pour faire payer les plus riches. L'encadrement des loyers ou l'augmentation de la location de rentrée. Pas suffisant pour cet ouvrier de PSA Citroën. Il en attendait plus, surtout sur l'emploi. Vous savez, moi, François Hollande, j'y crois pas. Quand on l'écoute, il n'a jamais parlé d'augmentation des salaires. Il a jamais parlé de lutter contre le chômage en forçant les patrons à les empêcher de licencier. Voilà. Parce que je pense,
il n'en a pas la volonté politique, et 2, je crois qu'il est conscient qu'il n'en a pas la capacité. 3 mois pour donner envie d'y croire, et François Hollande mise sur le terrain. Chaque semaine, il visite une nouvelle usine. Hier, il était à Brest, au chevet des salariés de la Sobrena, société de réparation navale en redressement judiciaire. Voilà, Hervé Asquin de l'agence France-Presse est avec nous. Bonsoir Hervé, vos questions à Michel Sapin. Bonsoir Michel. On vient de l'entendre, les ouvriers vous disent vous nous avez oubliés. Est-ce que la classe ouvrière est la grande absente du programme de François Hollande? Non, c'est inexact, mais juste faites attention, c'est vrai aussi pour le petit reportage. Une voix ne fait pas toutes les voix du monde ouvrier. Une orientation de telle ou telle ne fait pas le vote de l'ensemble du monde ouvrier. Et comme vous le savez, heureusement, le monde ouvrier est suffisamment divers et son vote est suffisamment divers. Si je regarde aujourd'hui les intentions de vote, je m'aperçois avec bonheur qu'une partie de ceux qui avaient été attirés par un langage très volontariste de Nicolas Sarkozy, qui avait cru dans le travailler plus pour gagner plus, aujourd'hui ont compris que ça n'était pas de ce côté-là que se trouvaient les solutions, mais qu'elles pouvaient se trouver, y compris du côté des socialistes et du côté de François Hollande. Donc faisons attention aux simplifications qui laisseraient penser qu'une voix... qui montrent que Marine Le Pen est majoritaire chez les ouvriers. C'est les sondages, le peuple. de ces sondages dont je parle. Et je ne confonds pas non plus les ouvriers avec le peuple. Le peuple, pour moi, c'est l'ensemble des Français. Alors, à l'intérieur du peuple, il y a effectivement des catégories de Français qui se sentent oubliés, qui se sentent méprisés, qui se sentent abaissés, qui se sentent inquiets pour leur avenir. Et c'est à cela qu'il faut parler. Et je le dirais, quelle que soit aujourd'hui ou hier leur intention de vote, parce que ceux-là, ils ont droit à un discours attentif et à des propositions qui ne doivent pas être démagogiques, mais qui peuvent, peu à peu, apporter des solutions à leurs problèmes. On peut rentrer, si vous le souhaitez, dans des considérations plus concrètes encore. Oui, parce que 60 propositions, 60 engagements du candidat socialiste, et pas une fois, j'ai bien regardé, le mot ouvrier ou classe ouvrière prononcé. C'est inexact, parce qu'il y a un endroit où on parle justement des ouvriers, des chercheurs, des ingénieurs, et en particulier dans tout cet aspect qui vient très en amont dans le projet de François Hollande, qui est celui de la production, Il faut produire. Et c'est vrai que peut-être, et peut-être pas simplement depuis 5 ans, on ne s'est pas suffisamment intéressé à la manière de faire en sorte que l'on puisse produire en France. J'aime pas le terme « il faut acheter français », parce qu'au fond, on peut être français et trouver que tel ou tel produit étranger répond à ses besoins. Ce qui est gênant, c'est qu'on ne soit pas capable d'acheter des produits fabriqués en France parce qu'ils n'existent pas ou parce qu'ils n'existent plus. Oui, donc cette question de la production... C'est vrai pour l'ensemble de l'économie française, c'est vrai pour l'ensemble des Français. Non, c'est particulièrement vrai dans le domaine industriel, dans le domaine de la production industrielle. Du point de vue des services, il y a des services français. Du point de vue de la distribution, de la consommation, des produits agricoles, il y a des éléments français. C'est dans le domaine industriel que des ravages, des saccages. Vous savez bien qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui ont été, au cours de ces 5 dernières années, détruits dans ce secteur. On comprend qu'une catégorie de Français soit vraiment inquiète pour son avenir. Mais il y avait 2 constantes dans tous les programmes socialistes jusqu'à présent. C'était l'augmentation des bas salaires, le SMIC, et les minima sociaux. Ni l'un ni l'autre ne figure dans ce programme. Oui, mais parce que je crois que chacun est bien conscient aussi du contexte. Ça ne servirait à rien de dire aux Français, et c'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on oublie ces considérations-là. C'est pas parce qu'on a des petits salaires qu'on oublie ces considérations. Ça ne servirait à rien de leur dire, écoutez, j'arrive, on est en pleine situation extrêmement difficile, à la fois internationale, européenne et française. Les conséquences et de la crise, et surtout de l'aggravation de la crise par les politiques qui ont été menées depuis 5 ans, vous les voyez, elles sont considérables. Il n'y a pas de croissance, on est en récession, et on va leur dire, et donc on arrive et tout augmente. Non, enfin tout augmente du point de vue des revenus. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à leur dire. Non, je veux dire, pardon, si la seule chose qu'on puisse dire à cela, c'est on vous augmente tout de suite vos salaires, on augmente tout de suite les minima sociaux, vous auriez une vision un petit peu réductrice de la parole politique. Pas de promesse, et de la proposition politique. Pas de promesse, de redistribution dans un premier temps, ça vous le confirmez. François Hollande a dit les choses très clairement. Les temps de son quinquennat, ce sera d'abord celui du redressement, de la reconstruction, des grandes mesures de fonds qui permettent de produire de nouveau en France et à partir de là, d'avoir des revenus qui augmentent. C'est pas j'arrive, je distribue, c'est j'arrive, je fais face aux urgences. Il y a des urgences, y compris des urgences sociales auxquelles il faut faire face. On peut les citer dans le domaine du logement. Et en même temps,
je mets en place des politiques en profondeur pour redonner à l'économie et pour redonner à la société c'est ça qu'on voit pas très bien, les politiques en profondeur, parce que vous misez... Mais je vous les cite. Vous misez sur l'innovation, hein, c'est bien cela, l'innovation. Mais ça ne se décrète pas comme ça d'un coup de baguette. Il va falloir du temps, des mois, peut-être des années pour transformer l'outil productif français. Je vais vous prendre quelques exemples. D'abord, l'innovation et la formation, c'est quand même pas une petite chose. Très important, mais ça prend du temps. Certes, ça fait 10 ans que c'est saccagé. Et donc aujourd'hui, au bout de 10 ans de politiques qui ont saccagé et l'innovation et la formation, il y a un problème. Et il faudra au moins 10 ans pour retrouver des niveaux qui soient de meilleurs niveaux. Raison de plus pour commencer tout de suite. Si ça a des effets qui sont longs, il faut commencer tout de suite. Mais je vais vous prendre un autre exemple. Je ne sais pas si vous voulez aborder la question de la TVA sociale ou de la compétitivité de la France. Ça me paraît important. La compétitivité de la production, des usines, de l'industrie française. Pouvoir faire face à la concurrence internationale. Et à partir de là, créer des emplois. La vision de droite, la vision de Nicolas Sarkozy, c'est j'abaisse pour toutes les entreprises les charges, je transfère par un impôt payé par l'ensemble des ménages, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, le coût en question, et puis advienne que pourra. Quelle est la proportion de l'économie française qui est exposée à la concurrence internationale? On dit, chiffre le plus important, 25%. On dit souvent, un ouvrier en France, enfin un Français sur 4, travaille en concurrence internationale, est exposé à la concurrence internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut concentrer sur ces 25% les moyens dont l'État peut disposer et non pas arroser l'ensemble des 100%. C'est de la perte, c'est agir en vain, c'est créer des effets d'aubaine pour les secteurs qui n'ont pas besoin. PME, ça c'est nouveau dans le vocabulaire socialiste. Tout l'accent, et merci de l'avoir souligné, mis sur à la fois l'industrie, donc il faut aider ce qui est bâtiment, ce qui est machine, ce qui produit de l'emploi et de la production en France, ça il faut l'aider. Il y a des méthodes, je ne veux pas rentrer dans les détails, en particulier en modulant certaines impositions locales. Et puis il faut abaisser l'impôt sur les sociétés des petites et moyennes entreprises, parce que c'est celle-là qui crée des emplois en France. C'est une révolution culturelle. Je ne sais pas si c'est une révolution culturelle, mais c'est en tous les cas la prise en compte d'une réalité française. Des PME, PMI, il y en a sur tout le territoire français. Ça répond donc à des besoins sur l'ensemble du territoire français. Les PME, PMI, ça a été prouvé par le passé, c'est là que se créent les emplois, alors que dans les grandes et très grandes entreprises, c'est là que se détruisent les emplois. C'est donc ce secteur-là, et ce secteur-là seulement, qu'il faut aujourd'hui appuyer. Mais là, on vous entend parler aussi beaucoup d'Allemagne, et là, vous rejoignez un peu... Moins que le président. À peine moins. Moins que le président. Vous ne nous avez jamais entendu parler en une heure 16 fois de l'Allemagne comme il l'a pu le faire. Mais alors, il parle beaucoup de l'ancien chancelier socialiste. Oui, socialiste. Donc moi j'ai compris comme vous à un moment donné qu'il était candidat à la chancellerie en tant que socialiste en Allemagne. Non, je lui rappelle qu'il est président en France et qu'il est en l'occurrence soutenu par les partis de droite. Alors, si l'Allemagne est un modèle, est-ce qu'elle l'est aussi pour la fonction publique? Parce que ça fait partie des grands équilibres économiques que vous vous engagez à préserver. Oui, et vous savez que la fonction publique en Allemagne, c'est pratiquement deux fois moins de fonctionnaires qu'en France. Alors, je ne sais pas de quelle fonction publique vous parlez, parce que je crois que vous faites attention aux chiffres. En France, il y a la fonction publique de l'État, et la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Je parle de l'ensemble. En Allemagne, non, avec les Länder, l'ensemble, avec les Länder sont très très puissants en Allemagne. Ils ont d'énormes administrations. Par exemple, tout ce qui est éducation est entièrement de la compétence des Länder. Donc, par exemple, tous les profs qui, chez nous, correspondent à la moitié de la fonction publique de l'État sont portés par les Länder en Allemagne. Donc, il n'y a pas de différence fondamentale. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres, vous apercevrez que les dépenses publiques de l'État en Allemagne et en France sont comparables. C'est pas là qu'il peut y avoir éventuellement des différences. Mais vous me posiez en fait une question sur la fonction publique en France, pas tellement en Allemagne. Face à nos déficits et à notre dette, bien sûr. La proposition que fait François Hollande, c'est premièrement de mettre fin à un dispositif qui est complètement imbécile, pardon de dire ça comme ça, mais vous avez 2 personnes qui partent à la retraite, on n'en remplace qu'un. Quels que soient les besoins, quels que soient les endroits, quelles que soient les administrations, ça aboutit à une situation qui est absolument impossible aujourd'hui, où par exemple dans le domaine de l'éducation c'est un saccage total, ou dans le domaine de la sécurité, les emplois que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait créés, il les a détruits en tant que président de la République. C'est totalement dans l'incohérence. Donc on met fin à cette règle-là, mais
mais on n'augmente pas le nombre global des fonctionnaires. Ça veut dire que vous maintenez le nombre global de fonctionnaires. Est-ce que c'est raisonnable quand on prétend réduire les déficits, l'endettement? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est raisonnable. Pourquoi? On dit, la Cour des comptes, par exemple, dit qu'on n'y arrivera pas au déficit zéro si on ne réduit pas les effectifs de la fonction publique. Michel Sapin. La Cour des comptes ne dit pas cela. La Cour des comptes, heureusement d'ailleurs, elle n'est pas dans son rôle, elle ne le serait pas. Elle ne cesse de multiplier les rappels. Il ne cesse de multiplier les rappels par rapport à la situation d'aujourd'hui. Il a bien raison. Et nous nous inspirerons aussi de sa vision, de son analyse des choses pour l'avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous l'aurez remarqué, est-ce une révolution? Je n'en suis pas persuadé. François Hollande se fixe un chemin qui est un chemin dans lequel il ne sortira pas, qui consiste à faire diminuer le déficit de la France à 3% en 2013 et vers 0% en 2017. Pourquoi? Pas pour le plaisir de diminuer, mais parce qu'il faut diminuer notre endettement. Vous le savez, 64% de la richesse nationale, l'endettement correspondait à 64% de la richesse nationale il y a 5 ans, en 2007, et c'est 89% aujourd'hui. Ça a explosé avec Nicolas Sarkozy. C'est pas possible, il faut inverser les choses. Donc ça, et comment on y arrive? On y arrive premièrement avec un effort fiscal, mais un effort juste, je reviens là aussi sur ce que nous avons dit, et deuxièmement, par une maîtrise de l'évolution des dépenses. Et je ne veux pas rentrer dans la technique, mais vous le savez, vous l'avez vu, vous êtes un bon connaisseur de la chose, les dépenses publiques de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales n'augmenteront pas en moyenne au cours des 5 ans à venir, si François Hollande est président de la République, de plus de 1%. Et comme la croissance elle-même sera, je pense, on peut le dire, supérieure à 1%. Ah, on peut le dire. On peut l'espérer, quand même. Pas cette année. Vous avez vu que le gouvernement... On surestime toujours la croissance et les recettes, c'est ça le problème, Michel Sapin, vous le savez. En l'occurrence, François Hollande, la semaine dernière, dit non, cette année, ça ne sera pas 1%, ce sera 0,5%. Et le Premier ministre, hier, semble avoir bien réfléchi et avoir bien lu les propositions de François Hollande. Ce matin, on interrogeait des économistes BNP Paribas qui nous disaient que ce sera en réalité une récession. Est-ce que vous êtes prêt à affronter une récession en 2012? Mais le principe de quelqu'un qui est en situation de diriger un pays, c'est d'affronter les difficultés. Mais la volonté et le principe aussi de l'action, c'est d'essayer de les éviter. Donc aujourd'hui, je vois que le FMI ou l'OCDE font des propositions ou des prévisions qui sont légèrement positives. Permettez-nous de nous aligner sur ce qu'on appelle le consensus des experts. On ne va pas chercher à être plus négatif que les autres. Le consensus des experts est déjà plus faible que celui-ci. C'est celui du gouvernement. Le FMI dit 0,2, l'OCDE dit 0,3. On est déjà en dessous et donc vous allez... Ça sera plus dur, vous le savez bien. Mais plus dur que prévu. Je ne sais pas si c'est plus dur que prévu. En tout cas, ce qui est prévu est déjà dur. Oui. Ce qui est prévu est déjà dur. Et aujourd'hui, la France est en récession. Oui. Et ça, c'est le produit d'une politique que nous combattons. Une dernière question. Oui, une petite question sur la TVA sociale. Vous l'avez beaucoup critiquée, mais il y avait une mesure que vous aviez proposée. C'était une sorte de TVA écologique, ou du moins d'une taxe écologique. Ça a complètement disparu. C'est parce que les écologistes jouent un rôle qui est aujourd'hui plus mineur dans la campagne ou... C'est une vision simpliste, pardon de le dire comme ça. Non, merci. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la TVA est fixée par des règles qui sont des règles européennes. Donc il faut mettre au point ces mécanismes-là au niveau européen. Ce qui est proposé, parce que ça nous paraît plus simple, y compris au niveau européen, c'est de mettre cette taxe écomodulable aux frontières de l'Europe. Parce que l'Europe, c'est notre espace commercial. Il n'est pas question de mettre des frontières de cette nature à l'intérieur de l'Europe. Par contre, par rapport au reste du monde, il me paraît légitime de faire en sorte qu'il y ait une réciprocité du point de vue environnemental comme du point de vue social. Mais c'est l'Europe qui est en capacité de le faire. La préoccupation écologique est toujours là, la préoccupation européenne est là, et la préoccupation d'efficacité également. Vous parlez de l'Europe, vous allez remettre le pacte budgétaire qui a été négocié encore hier à Bruxelles. On entend les avertissements d'Alain Juppé, la signature de Nicolas Sarkozy. Oui, mais Nicolas Sarkozy engagera la France. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas la France, en l'occurrence. Quand il la signe représente. Comme président. Non, le droit français est ainsi fait qu'un traité ou un accord peut être signé par ceux qui le négocient, mais il doit être ratifié. Donc la seule chose... On a déjà vu ça. Je me souviens d'un traité qui a été soumis à référendum en France et qui a été refusé. Il n'a pas été ratifié. Donc la souveraineté
dans ce domaine, n'appartient pas au président de la République, il négocie, elle appartient soit au Parlement, soit au peuple s'il est saisi par référendum. Donc, tant qu'un texte n'est pas ratifié, il n'engage pas la France. Tant que la France n'est pas engagée, elle peut négocier ou renégocier. La proposition de François Hollande, c'est pas de tout vouloir remettre en l'air, c'est de dire ce traité tel qu'il est là est incomplet. Il manque un premier volet. Le compléter et le renégocier, c'est pas la même notion. Parce que comme il est négocié, il faut bien le renégocier pour pouvoir le compléter. On ne va pas jouer sur les mots sans fin. Il faut un autre type de traité. Et pourquoi il faut le compléter? C'est pas les mots qui comptent. En l'occurrence, c'est les faits. Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans? Parce qu'il y a d'abord des questions d'urgence. Aujourd'hui, les problèmes ne sont pas tous derrière nous, contrairement à ce qu'on pourrait croire en écoutant le président de la République. Il y a encore des tas de problèmes financiers, d'urgence qu'il faudrait. Et il y a le volet croissance. S'il n'y a pas plus de croissance, on en parlait, s'il n'y a pas plus de croissance, aucun pays européen ne pourra, de manière durable, diminuer son endettement. Il nous faut donc de la croissance. Et l'Europe est certainement le meilleur chemin de la croissance. Voilà, et il y a prise de conscience de l'Europe sur le sujet, même si on attend à des mesures concrètes. Des mesures concrètes. Perrine Tarnaud va nous rejoindre dans un instant. Merci Hervé pour vous interroger, donc Michel Sapin, sur le lien très étroit qui vous unit à François Hollande, une amitié qui remonte au service militaire. Vous n'aimez peut-être pas quand on raconte un petit peu votre vie. Non, mais on va en parler. C'est la question qu'on a posée à Sylvie Pierre Brossolette, journaliste au Point, qui a rencontré Aïda Kerkouach. Michel Sapin, François Hollande et Jean-Pierre Jouyet se sont retrouvés dans la même chambre pour faire leur service, et de là date une longue amitié qui ne s'est jamais interrompue. Mais c'était effectivement une des choses qui avait frappé Michel Sapin à l'époque de Couette qui danse, c'est que François Hollande ne savait pas faire un lit au carré, ses affaires étaient toujours en vrille, et que s'il voulait échapper à une punition collective, il fallait ranger les affaires de François. Michel Sapin est un des rares fidèle de Hollande, qui est d'aussi longue relation, aussi proche, à la fois sur le plan amical et sur le plan politique. Et c'est vraiment le seul. Et il dit toujours, d'ailleurs, ça ne donne aucun droit, mais des devoirs supplémentaires. Et par ailleurs, ils dînent ensemble, ils se voient entre un couple. François Hollande a été le témoin de Michel Sapin à son deuxième mariage, en décembre. Bref, des copains. Vous savez, il y a deux sortes d'hommes politiques, ceux qui aiment servir leur pays à des postes importants, qui sont intéressés par beaucoup de sujets, et puis certains qui ne pensent qu'à la présidence de la République et à gravir tous les échelons. Michel Sapin est plutôt de la première sorte. Il a de la passion, il a de la volonté. Il a par exemple peut-être puisé cette volonté dans sa jeunesse, où il a été un des derniers enfants à être atteint de poliomyélite à 5 ans. Il a dû s'en sortir à force de natation à outrance. C'est quelqu'un de discret. Peut-être trop, effectivement, pour faire de la politique au plus haut niveau, mais quelqu'un de très, très appréciable à avoir en second. Perrine Tarnaud nous a rejoint. Perrine, bonsoir. Sur moi, là. Que de choses. Je ne sais pas si je me reconnais, là. Oui. Vous pouvez corriger. Non, parce qu'il y avait trop de compliments. Voilà, c'est pour ça que je ne me reconnaissais pas. Je vous en prie. On a donné trop de compliments, sur votre Michel, discrétion. Ça va pas. Sur votre discrétion? Oui, c'est un compliment. Ambition trop raisonnable? Encore un compliment. Encore un compliment, d'accord. Numéro 2 derrière François Hollande? Toujours un compliment? Je ne sais pas si c'est un jugement factuel, mais il y a, me semble-t-il, beaucoup de numéro 2. Ouais, me semblerait... C'est tant mieux. Il y a de la concurrence alors? Non, c'est pas de la concurrence, c'est pas ça. Mais François Hollande s'appuie sur un certain nombre de personnalités, de personnes, de compétences qu'il considère comme telles et qui, comme vous avez pu le remarquer au cours de ces derniers mois, n'ont cessé d'augmenter, et tant mieux. Numéro 2 derrière François Hollande, s'il est élu à la présidence de la République, ça pourrait signifier quoi? Matignon, par exemple, pour vous, comme poste? Non, mais je suis à la fois... Comment dirais-je, c'est pas une fierté, mais enfin, j'ai par rapport à notre parcours commun, par rapport à notre amitié, une grande tendresse. Je ne vais pas revenir sur des éléments de ma vie privée. Mais je fais, et lui aussi fait, une différence absolue entre ce qu'est l'amitié et ce qu'est le combat politique. Et je reprends cette phrase que citait rapidement Sylvie Pierre Brossolette. De la part de François Hollande, cette amitié, elle fait qu'en politique, ça se transforme par encore plus d'exigence. Et de ma part, cette amitié, elle se traduit par le fait que j'ai encore plus d'obligations vis-à-vis de François Hollande. Donc ça ne me donne aucun privilège, ça ne me donne aucun droit particulier. Mais de l'ambition peut-être plus que pour les autres. Non, et peut-être au contraire une modération par rapport à mon ambition qui est peut-être ça. Je n'ai qu'une seule idée aujourd'hui, c'est que l'homme politique François Hollande soit président de la République pour mener une autre politique. Et aujourd'hui, l'ami s'efface totalement
devant le candidat à la présidence de la République et, je l'espère, le futur président de la République. Mais à ce niveau-là de l'État, vous pourriez travailler avec un copain vieux de 35 ans ? Ça ne serait pas le copain. Avec un ami devenu président de la République. Il faut comprendre les choses. Heureusement, on n'est pas dans un système de copinage. On est dans un système où chacun a sa place, chacun a ses qualités, où on utilise les qualités des uns et des autres dans une bataille qui est une bataille difficile, qui n'est pas gagnée. C'est une bataille présidentielle avec, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne François, des convictions profondes. Et moi, la vie m'a déjà beaucoup donné, vous savez, en termes de responsabilité. J'ai été le plus jeune ministre des Finances de toute la République. J'ai été le plus jeune député à 28 ans, bon, avec François Fillon. J'ai été 3 fois ministre dans 3 gouvernements différents. Enfin, là, bon, vous pouvez revendiker des postes qu'on obtient à un certain âge, alors, aujourd'hui. Je veux dire par là que la vie m'a beaucoup donné. Et je n'attends rien d'autre de ce qui est devant moi que des succès pour François Hollande, mais surtout pour la gauche. Aujourd'hui, donc, vous étiez chargé du projet de François Hollande, chargé aussi, on a suivi des négociations avec Europe Écologie Les Verts. Que des coups à prendre, bref, dans cette campagne pour vous? Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on aime bien avoir des amis, c'est que, je vous le disais, on a d'autant plus d'exigences. La séquence des 10 derniers jours a été bonne pour François Hollande, mais avant, tout n'a pas été si rose. Il y a eu des couacs au niveau de la communication, je pense à l'accord avec Les Verts que je viens de citer, mais également sur le quotient familial. Est-ce que ça a entamé votre relation avec François Hollande? Comment ça a été géré en interne dans votre équipe? Non, enfin, je pense que ça l'aurait entamé si j'en avais eu la responsabilité. Mais là, je crois qu'on était dans un dispositif général. Non, mais ce que vous appelez couac, vous l'avez vu comme tel à un moment donné, il a été exploité comme tel parce qu'on attendait tellement les propositions, le projet, celui dont vous considérez maintenant, maintenant c'est sur la table. Familial, par exemple, il y a eu des allers-retours. Non, vous avez l'Élysée dit ça. Oui, l'Élysée. Donc, il y a eu tout un travail sur le projet. Quand vous travaillez sur un projet de cette nature, vous vous posez des questions. Quand vous vous posez des questions, il peut y avoir des hypothèses, il peut y avoir des solutions différentes. Oui, mais ce qui est grave, c'est quand les hypothèses sortent, sont annoncées par ceux qui sont chargés, par exemple, de la communication dans la campagne de François Hollande. Je pense à Manuel Valls. Pourrait. J'ai d'ailleurs vu la même chose vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, puisqu'il y a eu pourrait mettre en place, je ne sais pas quoi, si, je sais, le mariage homosexuel. Donc cette méthode qui consiste à mettre des conditionnels qu'on transforme ensuite en certitude, ça fait vivre la presse, ça fait tout ça, c'est parfait, je ne fais aucune critique vis-à-vis de personne, mais le travail continuait. Les choix ont été faits, et si vous voulez que nous parlions du quotient familial, oui, il y a une réforme du quotient familial. Moins ambitieux que ce qui avait été effectivement annoncé au annoncé par qui? Je ne sais pas qui, oui. Donc, annoncé par qui? Je ne sais pas. Annoncé par Manuel. Par l'entourage. Non, mais il a dit qu'il y aurait une réforme du quotient familial. Donc, il y a eu une réforme du quotient familial. Cette réforme du quotient familial permet de limiter, pour les plus riches des Français, les effets du quotient familial. Pour tous les autres, le quotient familial continuera, comme aujourd'hui, à jouer son rôle, et ça permet de dégager quelques sommes d'argent, quelques centaines de millions, qui vont nous permettre d'augmenter de 25% l'allocation de rentrée scolaire. C'est pas rien. On parlait du pouvoir d'achat et d'évolution du pouvoir d'achat. Voilà une mesure très concrète qui rentrera en application en septembre prochain. On parlait de l'accord tout à l'heure avec les Verts. Il y avait eu aussi tout ce couac autour du nucléaire, le MOX, ces 3 lots qui avaient failli vous coûter un peu peut-être, vous coûter cher. Non, pardon, mais parce que quand on est à 2 parties négocier, parfois celui d'en face a envie de tirer vers lui un certain nombre d'interprétations. Donc il y a eu un problème d'interprétation sur un article, un paragraphe de l'accord. Écoutez, on a tapé du poing sur la table, l'interprétation a été faite, elle était conforme à ce que nous pensions. Et voilà. Aujourd'hui, il y a un rapport de la Cour des comptes justement sur le coût du nucléaire. Est-ce que vous diriez qu'il vous donne raison, puisque la Cour des comptes recommande de faire un choix dès maintenant sur la future politique énergétique de la France? La Cour des comptes, je ne vais pas regarder tout, parce que c'est un très gros rapport et qui mérite vraiment d'être regardé, parce que je crois que c'est un très bon travail. Et je vois bien que certains, allant un peu vite, veulent en tirer des profits comme ça, simplistes. Tous les camps se réjouissent. Donc il vaut mieux essayer de regarder les choses un peu précisément. Moi, ce que je retiens à ce stade-là, c'est que premièrement, la Cour des comptes dit le nucléaire, ça coûte très cher et ça va coûter de plus en plus cher. Oui. Là où on nous disait... Puisque dans 10 ans, il y aura quasiment la moitié des centrales qui vont où on nous disait, le coût de la maintenance va doubler. Là où on nous disait, grâce au nucléaire, le prix de l'électricité va rester stable, etc. La Cour des comptes prouve, et c'était assez visible d'ailleurs auparavant, que le prix avec le nucléaire ne va pas cesser d'augmenter. Et la deuxième chose qu'elle dit, elle a raison, c'est que les choix doivent être faits maintenant. C'est pour ça que François Hollande dit, c'est aujourd'hui qu'il faut fixer cette vision, tracer ce chemin qui consiste à progressivement diminuer la part du nucléaire parce qu'on aura fait monter la part des énergies renouvelables. Mais vous confirmez d'un mot
C'est au fond l'orientation qu'a l'air de préconiser aujourd'hui la Cour des comptes. Durant le quinquennat, il n'y aurait qu'une seule fermeture de centrale. Que fait Sonheim? Vous le confirmez? Mais pardon, on ferme pas. On avait parlé 24 sur 58 réacteurs. D'ici 2025. Alors, vous ne confondez pas tous les horizons. 2025, c'est pas... un par quinquennat. Non. Vous faites dans le dérisoire, et donc il faut éviter le dérisoire sur des sujets importants. On ne ferme pas pour le plaisir de fermer. Oui. On ferme parce qu'on a fait monter les capacités de production d'électricité des énergies renouvelables. Et donc, on ne ferme qu'au fur et à mesure qu'on a mis en place les capacités de production d'électricité. C'est normal qu'au début, il n'y ait rien, puisqu'au début, il n'y a pas la montée en puissance des énergies renouvelables. Et donc, il faut le temps de cette montée. Et au moment où ça monte, à ce moment-là, ça permet de fermer la plus ancienne. Et ensuite, au fur et à mesure des anciens réacteurs, vous disiez vous-même qu'il y a un certain nombre de réacteurs, la Cour des comptes le soulignait, qui vont arriver au bout des 40 ans, la moitié des réacteurs. Eh bien, tiens, c'est drôle, c'est exactement le chiffre que vous citiez. Donc, la moitié des réacteurs vont arriver en fin de vie d'ici 2025 ou 2022, il faudra bien les fermer. Voilà, c'est donc une vision tout à fait naturelle des choses qui est parfaitement confirmée par la Cour des comptes. Pour revenir au vert, Eva Joly, qui est au plus bas là dans les sondages, si elle reste, elle ne dépasse pas la présidentielle les 2-3%, est-ce que ça rend caduque votre accord sur les législatives? Pas du tout. L'accord lui-même, il n'a pas été fait par rapport à la présidentielle. Il a été fait même avec des verts très bas. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une multiplication des candidatures socialistes dissidentes dans les circonscriptions qui avaient été réservées aux verts, qui comprend un premier tour et un deuxième tour. Il est important d'avoir dès maintenant préparé le deuxième tour. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Le soir même, le dimanche soir même, je sais qu'Eva Joly appellera à voter pour François Hollande. Et deuxièmement, comme vous le savez, dans la Ve République, il y a une présidentielle, mais il y a ensuite une élection législative. Il faut aussi une majorité derrière. Nous avons préparé aujourd'hui l'accord de majorité, l'accord de gouvernement et les conditions pour avoir une majorité. C'est donc vraiment préparer très en amont l'ensemble du dispositif pour qu'il n'y ait aucune difficulté à venir. Il valait mieux le faire très tôt plutôt que de découvrir des difficultés au dernier moment. Dernière question sur Marine Le Pen qui était aujourd'hui au Sénat pour assister à la discussion en séance d'un amendement sur l'anonymat des parrainages des maires à la présidentielle. Est-ce que vous y seriez favorable? Ah non, pas du tout. Moi, je suis maire. Je pense que quand on est élu, on doit être transparent, on doit rendre public les positions qui sont les siennes. Et Marine Le Pen, voilà, elle n'assure aujourd'hui n'avoir que 340 signatures, c'est moins qu'en 2007 à la même époque. Est-ce que c'est un coup de bluff ou elle dit vrai? Écoutez, j'entendais le même discours de la part de son père il y a 5 ans. Voilà, donc, ça fait partie de la com du Front. Si elle n'était pas candidate, ce serait une déflagration? Je ne sais pas que ce soit une déflagration. Voilà. Dans une situation aujourd'hui, elle veut se faire valoir, elle est dans une position de faire valoir. Dans le faire valoir des Le Pen, si je puis dire, il y a toujours le côté je suis écrasé, on me veut du mal. Mais ça ne serait pas normal pour vous qu'elle ne soit pas candidate. C'est son affaire. Elle cherche des signatures. Elle a qu'à faire en sorte que sa conviction lui permette de les obtenir. Alain Juppé croit totalement en une victoire de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous le trouvez arrogant, le ministre des Affaires étrangères? J'ai pas aimé quand, de manière mécanique, automatique et répétée, tout ce gouvernement s'est mis à trouver arrogant les autres. Donc je ne vais pas qualifier d'arrogant quelqu'un qui parfois pourrait être à la limite. Merci Michel Sapin. Merci Perrine. La semaine prochaine, Henri Guénaud, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, sera l'invité de Preuve par 3. Bonsoir.